Il n'y aura aucune nuance de gris dans ce numéro, c'est promis, vraiment. C'est le numéro 21 des Technos, on parle high-tech évidemment. Et pour parler high-tech, on a avec nous de son côté Marc, qui boit un coup. Tu m'as capturé avec ma tasse. Salut. Avec cette tasse d'anarchiste. Et de l'autre côté, Seb qui est tout en nuance. Si vous avez l'image, vous comprendrez pourquoi. On va parler bien sûr high-tech comme chaque semaine. Vous vous en doutez, on commence par la lettre comme chez le dentiste. C'est moi qui m'y colle. Et c'est Marc qui s'y colle, comme d'habitude, pour nous parler d'iOS 9. C'est un iOS 8 sorti de bêta, en quelque sorte. Ouais, effectivement, on commence à entendre un peu partout quelles seront les grandes tendances pour iOS 9. C'est vrai que ça fait quand même déjà un petit paquet de mois qu'iOS 8 a été sorti des cartons. Et ça fait un petit paquet de mois que tout le monde s'accorde à dire que iOS 8 est une bouse. Donc là, je crois que tout le monde est d'accord, il n'y a aucun doute. Et donc, effectivement, on commence à voir des annonces qui filtrent à droite, à gauche et qui annoncent que, pour une annonce, tu vas me dire c'est un peu normal, iOS 9 va se concentrer en fait sur la stabilisation des bugs, parce qu'apparemment il y en a un paquet, et l'amélioration des performances. On pense notamment surtout au fait que ce truc continue à décrocher joyeusement de Wi-Fi chaque fois qu'il a envie, et surtout la durée de batterie sur certains modèles. C'est assez rigolo parce que j'ai l'impression que si c'était un fabricant de bagnole genre Peugeot, sur la 504 il mettrait un moteur, sur la 604 il mettrait les roues, sur la 704 il mettrait, je sais pas, un peu de sécurité. C'est un peu bizarre quand même. C'est un truc du style, effectivement, et c'est ça qui fait dire à beaucoup de monde que iOS 9 sera enfin iOS 8 sorti de bêta. Voilà. Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'on sait d'iOS 9? C'est que d'après les rumeurs, encore une fois, il devrait y avoir des améliorations sur Apple Plans. Oui, Apple Plans, vous avez entendu. Avec des rues tordues encore Avec des rues plates cette fois-ci. Les rues sont plates. Voilà. Rappelons ce que c'est, vite fait, c'est le map de Google en moins bien, quoi. Oui, non, c'est surtout la réponse d'Apple à Google Street View. Non, surtout la réponse de Apple à Google Maps, mais ils ont réussi à totalement la foirer. Ça a même servi à faire virer un des VP à cette époque-là. Je me rappelle. Il y aurait un nouveau service de streaming musical, le truc qu'ils ont bidouillé avec Beats. Et ça serait surtout ça servirait surtout à résoudre un gros problème que dont Seb nous avait débattu à l'époque, qui est le fait que pour faire une mise à jour sur un appareil de 16 gigas, il fallait tout effacer avant. Oui, c'est ça. Il fallait 16 gigas. Voilà, il y a un iPad pour lequel j'ai toujours pas réussi à faire la mise à jour à cause de ça. Parce qu'il n'y a pas assez de place dessus, en fait. Exact. Voilà. C'est comme tout virer. Donc voilà. D'accord. On change du tout au tout, mais on reste quand même chez Apple. C'est une grosse rumeur, hein. On le dit tout de suite. En général, les rumeurs, on n'aime pas trop, mais là, en l'occurrence, ça nous touche quand même de très très peu. C'est une rumeur qui concerne Apple et Tesla, le fabricant de voitures électriques. C'est un peu un échange amour-haine entre les deux fabricants. Il y a des tendances qui disent, des gens qui disent que ils seraient plutôt à la colle et d'autres qui disent qu'ils seraient plutôt ennemis puisque l'un débauche les techniciens de l'autre, quoi, en gros. Il y a déjà 150 personnes de chez Apple qui ont terminé sur les nouveaux bancs d'études de Tesla depuis à peu près un an. Ils se font fouetter. Ils se font fouetter, ils sont envoyés dans des usines en Chine à côté des petits-enfants. Non, sérieusement, Apple est en train de voir Tesla comme le nouveau Apple qu'ils auraient bien voulu être. C'est vrai qu'au niveau facteur wow, pour l'instant, Tesla est en train de tenir la dragée haute à pas mal de ses concurrents, qu'ils soient dans le secteur automobile ou simplement dans le secteur high-tech. Et il y a un rapprochement qui apparemment est en train de se faire. Le premier signe, c'est que on a vu tous passer sur le web cette semaine-ci et la semaine précédente, des captures d'écran, des mock-ups aussi, des applications qui vont sortir sur la fameuse Apple Watch, vous savez, la montre qui dure 2 heures, avec une autonomie de 2 heures. Et, comme la voiture. Comme la voiture. Non, la voiture fait plus quand même, heureusement. Et tous ces mock-ups ont en fait un point commun, c'est qu'ils sont ceux d'une application développée par Tesla pour contrôler sa voiture avec l'Apple Watch. Alors, vous ne vous excitez pas question de faire comme James Bond et de diriger votre bagnole avec la montre. Non, simplement, vous pourrez consulter son niveau de charge, vous pourrez faire pouet-pouet avec l'avertisseur, allumer les phares, préchauffer l'habitacle, enfin, déjà toute une petite série de choses. Ça
me rappelle un hors-série qu'on a fait avec Seb. Oui, voilà. Qui ne concernait pas la montre, mais qui concernait des applications Android, entre autres. Hein, Seb, ça te rappelle pas avec l'OBD, tu veux dire? Oui, bah oui. ODB. Mais à ce propos, il y avait une petite news que j'ai pas relevée, mais il y a eu... parce que Marc explique qu'il y a plein de trucs pour contrôler ta bagnole avec les montres. Ouais. Éventuellement futur hypothétique, c'est qu'il y a eu une bagnole qui était prévue pour sans conducteur, pour lequel ils ont réussi à trouver un exploit pour désactiver les freins pendant que le mec est en train de rouler. Oui, juste, j'ai aperçu cette news aussi. C'est assez bizarre, ouais. À partir du moment où effectivement les systèmes commencent à contrôler tout ce qui est frein, accélération, et ils sont obligés d'avoir des systèmes connectés pour le faire, parce que ces bagnoles le font sans conducteur, bah, tu ouvres la porte à une problématique de sécurité assez importante. Et d'ailleurs, que ce soit Audi, BM, déjà aujourd'hui, ils ont déjà dû faire des patchs pour des problèmes de sécurité dans les bagnoles. Marc a dû le faire sur la sienne il n'y a pas tellement longtemps, j'ai dû le faire aussi. Parce qu'il y a des moyens d'ouvrir des bagnoles récentes avec toute l'électronique moderne, et le mec, tu peux arriver avec un truc à quelques euros et ouvrir une bagnole qui vaut 50 000 balles en 2 minutes, quoi. Ça promet des films de terreur dans les prochains mois ou les prochaines années. Je pense tout d'un coup au film hollandais de Lift, je sais pas si quelqu'un l'a vu, ça se passe dans un ascenseur, c'est assez terrifiant, et c'était voilà, c'est un peu le même genre. Contrôlé par le démon. Voilà, c'est contrôlé par la machine, et c'est le démon, en fait, voilà. Vous irez voir sur Wikipédia ou IMDb, voilà. C'était une petite parenthèse. Voilà. Et alors, pour clôturer justement sur la rigueur et aborder, mais alors là vraiment, ça devient de la rumeur, mais de la grosse rumeur, donc on prévient, ne venez pas nous engueuler si l'information est fausse après, mais le rapprochement Tesla-Apple se manifesterait donc non seulement par cette petite application pour la Apple Watch, mais également par le fait que Tesla envisagerait de donner à chaque acquéreur d'une Tesla un iPad mini et une Apple Watch. Super. Ce sera probablement pas le modèle à $1 200 en or, mais bon, voilà, on ne sait pas. On va pas acheter une Tesla pour vous tester si c'est vrai ou pas, mais voilà, on ne manquera pas de suivre l'information pour vous. C'est pas mal, parce que bon, les fabricants en général, c'est un porte-clés, c'est peut-être oui, mais un si t-shirt. C'est proportionnel, tu parles quand même d'une bagnole qui démarre à 80 000 €, quoi. Oui, on est bien d'accord, mais enfin, moi, je travaille à côté d'un garage Maserati, et je peux te dire qu'ils ont des porte-clés. Mais bon. Oui, parfois, ils ont des tablettes Android aussi. Des fois aussi. C'est pas... Je ne sais plus quelle marque, je ne pense pas si c'est pas Ferrari, qui à une époque offrait un iPad avec le mode d'emploi de la voiture. Oh, pas mal. Ça, c'est chic. Je pense que c'est BM, non? Ça me dit quelque chose. Ou BM. Quelque chose. C'est possible, sur les hauts de gamme, peut-être sur la série I, la i8. Ceci dit, du coup, on voit qu'il y a des liens qui existent quand même entre le high-tech que l'on connaît, enfin le smartphone, la tablette, l'ordinateur, etc., et l'automobile. Les deux se rejoignent, hein, de plus en plus, on constate de plus en plus, effectivement, et donc ça rentrera de plus en plus aussi dans le podcast Les Technos. On passe à Google, à Android, avec Seb, pour parler d'Android Wear, donc l'Android fait pour les watch, hein, pour les montres, qui a encore du mal à convaincre d'après une certaine presse, Seb. Oui, alors donc normal, hein, Android après Apple, alphabétiquement. Le podcast qui vous réapprend l'alphabet. Déjà la semaine dernière, on avait déjà fait la remarque qu'on sautait quand même pas mal de lettres. Bon, Google après Apple, ça va, ça se tient. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc oui, effectivement, il y a pas mal de journaux qui titraient aujourd'hui comme quoi le Android Wear se prend une gamelle, c'est pas bien, c'est pas bouh. Et en fait, quand tu lis les chiffres, moi je trouve pas ça si mal que ça. Donc il y a un cabinet qui a fait une belle étude dont on ne citera pas le nom, et qui dit qu'il y a eu 720 000 appareils connectés avec Android Wear qui ont été vendus en 2014. Donc ça fait quand même 3/4 million. Je trouve que c'est pas mal pour une première année où on avait des premiers devices qui sont quand même encore la toute première génération de ce genre de trucs. 720 000 personnes qui se sont lancées là-dessus. Je trouve ça pas mal pour une première année. Donc moi je suis assez content. Bon, maintenant ils peuvent peut-être faire 719 998 parce que j'en ai acheté 2. Donc, elle compte aussi. Elle compte. Mais il y a du très bon matériel qui est arrivé. Alors après, il y a pas mal de guéguerres là-dedans qui se font, parce qu'il y a Google, je veux dire Samsung, qui a quand même sorti déjà 6 modèles en 14 mois. Donc on voit que le marché
marché est vraiment juste en lancement et qu'il y a quand même encore pas mal de choses qui évoluent, en rajoutant plein de petits capteurs. Les premières n'avaient pas de capteur pour le cœur ou juste pour pouvoir savoir si tu marchais. Il y a pas mal de trucs qui sont en train d'arriver. Et puis il y a une guerre d'OS qui est en train de se faire entre Android Wear, Apple Watch qui va débarquer, mais pour lequel effectivement c'est une révolution parce que Apple Watch fait plein de choses que les autres ne font pas. Hein. Si je vous engage à aller écouter l'interview de Tim Cook il y a quelques jours, c'est juste hallucinant parce que bon, ils ont inventé les notifications, comme ça vous ne devrez plus regarder votre smartphone pour lire vos notifications d'email, etc. C'est ok. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça, c'est juste à tomber par terre. Enfin, ça, c'est un petit peu le propre d'Apple. Hein. Steve Jobs faisait la même chose, nier l'évidence et ce que les autres faisaient, c'était un petit peu. À ce niveau-là, c'est de l'art. On va dire ça comme ça. C'est de l'art de la mauvaise foi. Le biographe de Steve Jobs s'appelait ça son champ de distorsion de la réalité. Ouais, c'est pas faux. C'est une belle explication, effectivement. Ouais. Et donc, il y en a un autre, un challenger qui est quand même assez, voilà, en devenir, c'est Tizen, parce que Samsung mise quand même pas mal là-dessus sur ses montres. Ils ont balancé Android pour toute leur gamme, et Samsung est dans le top, en tout cas dans les ventes, même si je n'ai jamais adhéré à ça. Et il y en a d'autres qui débarquent encore avec d'autres trucs. Donc c'est normal qu'Android Wear n'est pas le premier pour le moment. On verra celui qui va se dégager. Je trouve que les chiffres sont bons. Voilà. Après, il y avait un petit corollaire sur un chiffre en France, qu'ils ont vendu 640 000 objets connectés. Donc là, on n'est pas juste sur Android Wear, on est vraiment sur le tout. Et comparé à ça, on a vendu entre 12 et 14 millions de montres par an en France. Ok, bon, les montres, ça existe depuis la nuit des temps. Et ça, c'est à juste moins d'un an. Donc, faut pas encore trop espérer là-dessus. C'est un nouveau marché. C'est un nouveau marché qui est en devenir. Il faut voir maintenant au niveau des développeurs, hein, comment ça va se concrétiser dans les agences, etc. Il va falloir écrire du code, quoi. Ça manque encore un peu d'application. Ouais. Je vais clore ce chapitre montre rapidement avec juste une petite parenthèse que j'ai aperçue dans les différentes news dernièrement. Il paraît que la plupart de ces montres et des bracelets également connectés du type, j'ai pas les noms en tête, mais bon, les bracelets sportifs, on va dire ça comme ça, posent des problèmes d'irritation. Et donc il y a pas mal de gens, paraît-il, qui se plaignent d'irritation, de rougeur, etc. Donc il y a peut-être des progrès aussi à faire à ce niveau-là, et aller peut-être regarder sur les fabricants de vraies montres et de vrais bracelets comment eux font les choses. Alors je vais te répondre tout de suite. Ouais. Effectivement, il y en a eu qui ont eu des problèmes dans certaines premières montres, et puis il y a pas mal de fabricants chinois qui font des trucs parfois un peu bizarres, hein, et pas très chers. Pour ce que quand tu vas sur des trucs comme la Moto 360 et d'autres modèles classiques haut de gamme, si je peux dire, parce que bon, c'est quand même pas gratuit cette montre, c'est des bracelets en cuir, hein, donc oui, voilà, donc là il n'y a pas de secret. Que... Alors si vous êtes allergique au cuir, évidemment, ça peut rien pour vous. Tiens, Seb, tu vas garder la parole. Alors là, c'est un sujet, on va parler un peu technique, hein, il faut bien être clair. C'est un peu pointu, mais c'est quand même un truc qui apparaît dans l'actualité de la semaine côté Google, qui dit adieu à Speedy, S-P-D-Y, S-P-D-Y. D'abord, qu'est-ce que c'est et ça va être remplacé par quoi ? Alors, pourquoi on a fait Speedy d'abord à la base parce que vous allez tous voir vos petits sites web en utilisant le protocole HTTP, HTTPS pour les sites sécurisés. Donc quand il y a le petit cadenas, on va se limiter à un truc de base, donc l'HTTP. Et l'HTTP a été prévu donc pour se connecter sur un serveur. Vous écrivez, en fait, vous envoyez des headers, on appelle ça, donc toute une série de lignes, c'est du texte, hein, qui dit je veux parler en HTTP, je veux telle page, j'utilise tel navigateur, et donc il y a une série d'une dizaine de lignes comme ça qu'on envoie, et le serveur répond par je m'appelle tel serveur, je suis sur telle version, et je vais t'envoyer telle page qui fait telle longueur. Et puis il envoie effectivement la page. Donc ça, c'est le principe du protocole HTTP. Le problème du protocole en lui-même, c'est que donc effectivement, c'est un peu verbeux. Il y a toute cette en-tête à chaque fois au-dessus qui est envoyée. Et le fait est que une fois que tu as chargé la page au niveau du navigateur, tu as toutes les images qui composent la page, et les style sheets, hein, mais prenons juste les images. Si tu as 200 images, ton navigateur doit faire 200 requêtes au serveur pour aller chercher chaque fichier. C'est ça. C'est à chaque fois un fichier. Et il se fait que, je schématise beaucoup,
la plupart des navigateurs vont dire je vais accepter d'ouvrir 4 à 5 ports, enfin 4 à 5 connexions en même temps vers le serveur pour aller chercher des images. Quand j'ai fini, je reprends ces connexions et je reprends 5 images, etc., etc. Donc si vous avez 200 images, ça va prendre un certain temps pour charger la page. Et donc c'est pas toujours efficace. Le protocole, le SPDY, a tendance à, enfin il a pas tendance, il a voulu gommer ce problème de l'HTTP parce que cette technique est assez lente, en multiplexant, en prioritisant les connexions et en compressant tout ce qui est au niveau header, donc tous les textes que je vous disais qu'on s'échange. Donc tout ça a été revu et corrigé pour que ce soit beaucoup plus rapide et qu'il y ait beaucoup moins de charges sur les serveurs. Le problème, c'est que ce protocole a été balancé sur la toile par Google à l'époque. C'est eux qui ont poussé ça, et c'était pas, ça n'avait pas été standardisé, si on veut dire, par les grands gourous du web, et donc ça a été supporté par quelques navigateurs, quelques serveurs web, et le protocole était super, parce qu'on gagnait de 40 à 50% d'efficacité, de rapidité. Ça imposait aussi aux développeurs web de changer leur manière de faire, puisque c'est plus le même protocole, il y avait des choses différentes à intégrer par le header. Non, parce que le header, c'est le serveur qui gère tout ça. D'accord. Donc le développeur doit rien, il doit rien faire. D'accord, ok. Et alors, ce qui était bien sur le SPDY, effectivement, c'était juste tu modifiais ton serveur et ça change rien pour toi, grosso modo, quoi. Alors, il y a eu de très longues négociations parce que SPDY a déjà quand même quelques années, et finalement, ils sont tous arrivés à un accord pour abandonner SPDY au profit d'une norme HTTP 2. Qui est grosso modo quasi tout SPDY, à part qu'ils ont changé le nom et qu'ils ont fait quelques petites modifications. Donc grosso modo, c'est la même chose, c'est le même principe. Maintenant, on va on ouvre une connexion avec le serveur, on va pouvoir lui demander tous les fichiers d'un coup et il va nous envoyer ça. Si on se fait héberger son site, alors soit un serveur dédié ou sur un serveur mutualisé, c'est une information que donne l'hébergeur ou pas? Écoute, tu dois pouvoir. Est-ce que c'est un argument, en gros, pour un hébergeur? Est-ce que c'est un argument pour un hébergeur? Je suis pas certain que ce soit suffisamment connu aujourd'hui. Par contre, c'est un argument certainement pour lui parce que il peut supporter beaucoup plus de charges avec les mêmes machines. Donc, c'est un intérêt pour les hébergeurs d'installer ce genre de techno. Mais aujourd'hui, il n'y a pas tous les serveurs web le plus connu, Apache, un module SPDY, mais c'est pas le meilleur au monde. Light HTTPD, qui a été utilisé par pas mal de serveurs, a mis sur son blog que il voulait pas même du tout le supporter. Le dernier qui est le plus courant pour le moment, c'est Nginx, qui est un super serveur web et qui lui supporte effectivement ce genre de technologie. Donc si votre hébergeur balance un Nginx, c'est peut-être intéressant si on prend un serveur dédié, par exemple. Si on loue un serveur dédié, c'est bon à savoir quand même parce que justement il y a cette question de charge serveur, quoi. Oui, mais bon, déjà, même si tu oublies Apache pour d'autres serveurs, tu y gagnais déjà beaucoup. D'accord. Parce que Apache est historiquement une bouse en performance. Hein, mais effectivement, oui, c'est quelque chose dont on doit regarder si on espère avoir beaucoup de trafic. Voilà. Ben écoute, c'est une information qui a le mérite de moi m'avoir intéressé. Et j'espère que ça en a intéressé d'autres. Et je suis sûr même que ça en a intéressé d'autres. On parle de Qualcomm qui se prend 975 millions de dollars d'amende. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un excès de vitesse qui coûte cher, ça. Voilà, et ils se prennent ça juste en Chine. C'est les petits Chinois qui sont... Mais en Chine, tout est grand. Enfin, sauf les Chinois, mais tout le reste est grand. Allez, on va se choper 1 milliard, c'est comme ça. Alors, et comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont juste dit à Qualcomm, vous nous devez 1 milliard. Et comme Qualcomm, la plupart, la moitié de ses revenus viennent de la Chine, ils disent qu'on va donner le milliard. Bah oui. Voilà. C'est génial, hein. C'est incroyable, cette histoire. Donc ils sont à l'amende, pourquoi, en fait? Alors, on le sait. Pour un truc vraiment con, oui. Qualcomm l'a expliqué dans un communiqué de presse, donc c'est vérifié, c'est pas juste une rumeur. Ici, les mecs, ils vont vraiment claquer 1 milliard. 1 milliard, quoi. J'en reviens toujours pas. 1 milliard, hein. Mais... Ça fait cher avec cette vitesse, hein. Oui, ça fait cher, ouais. Alors pourquoi? Parce que quand ils vendent leurs puces, ils décident que les constructeurs, ils sont obligés de payer la licence pour toute la puce.
Alors, je t'explique. Donc, tu prends une licence pour un chipset Qualcomm qui va gérer, admettons, la 3G, qui va gérer la vidéo, qui va gérer, que sais-je, le micro, qui va gérer, voilà. Et le mec, il dit, non, moi, je veux juste faire une petite webcam avec ton truc, je veux juste gérer la vidéo. Donc, je m'en fous à la limite de l'audio, du Wi-Fi, le 4G ou que sais-je. Ouais. Et Qualcomm dit, ah bah non, t'as acheté mon chipset, tu dois payer les royalties pour tout ce que je te propose dans le truc. Et les Chinois, ils trouvent que c'est pas bien. Ils veulent l'acheter à la carte, en fait. Ils veulent l'acheter à la carte. Ouais. Ils disent, tu veux un processeur, on s'en fout. On veut payer les royalties que pour ce qu'on va utiliser. Et donc, c'est pas normal ce que t'as fait. Donc, t'as qu'à payer une grosse amende. Ouais. Je trouve ça assez étrange. C'est assez bizarre, ouais, effectivement. Qualcomm, c'est américain, non? Que je sache, oui. Je pense. Hein. Est-ce que ce serait pas une réponse du berger à la bergère avec ce qu'ils ont imposé à Huawei aux États-Unis, puisque Huawei maintenant ne peut plus être utilisé, me semble-t-il, ne peut plus être distribué. Je parle pas des smartphones, mais bien des routeurs, parce qu'ils sont un petit peu sur la sellette accusés de piratage d'informations depuis d'espionnage, sachant que le patron de Huawei est quand même un ancien de l'espionnage ou du contre-espionnage chinois, hein, il faut le rappeler. Écoute, c'est possible, il y a de la politique là-dedans, parce que quand tu balances une amende à $1 milliard, c'est pas... c'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est pas juste, on considère que tu nous as arnaqué. C'est énorme. Pour un groupe, même pour Qualcomm, c'est énorme. Allez, on passe à autre chose avec Marc. On va parler de Chromecast. Vous savez, cette clé USB... Enfin, pas USB, HDMI et un peu USB aussi pour s'alimenter, il faut le reconnaître. Cette clé s'est donc déjà vendue à 10 millions d'exemplaires, c'est quand même pas mal, hein? Alors effectivement, en 2014, il y a 10 millions de Chromecast qui ont trouvé acquéreur. C'est un joli chiffre quand même pour Google, qu'il faut le rappeler, était quand même rentré à ce moment-là sur un marché qui était déjà encombré pas mal par d'autres solutions. Les sticks HDMI, c'était pas nouveau. Non. Google a fait le pari de développer un produit qui ne faisait qu'une seule chose, mais qui le faisait bien, c'est-à-dire relayer en streaming le contenu d'une tablette, d'un smartphone, dans un premier temps Android, mais ça a été adopté au fur et à mesure par certaines applications du côté iPad et iOS aussi. La bébête a eu tellement de succès, en fait, que si on regarde l'évolution des parts de marché des différents appareils concurrents qui existent aujourd'hui, principalement, il y a le Chromecast, il y a Apple TV, il y a le Roku, je sais pas, c'est on a acheté un. On en reparlera. On en reparlera quand il aura trouvé un adaptateur pour prise US. Eh bien, on constate que entre 2013 et 2014, le Roku qui tenait le haut du marché a perdu quasi 10%. L'Apple TV s'est quand même vautré de 5 à 6%. Chromecast est parti de 0. Aujourd'hui, il bouffe quand même quasi 20% de part de marché sur ce genre de petits appareils. Rappelons que autant l'Apple TV que le Roku ont de la distribution propriétaire, entre guillemets, de contenu aussi. Hein. Ils ne font pas que... voilà. Contrairement, comme tu le disais très bien, au Chromecast, qui ne fait qu'une seule chose, c'est récupérer en streaming, en images, ce qu'on a sur la tablette ou le smartphone. Oui, effectivement. Mais l'avantage justement du Chromecast par rapport à d'autres solutions qui sont peut-être beaucoup plus fermées, c'est que Google a d'office ouvert le système de manière à ce que n'importe quel développeur qui le désire puisse ouvrir son application et intégrer la fonctionnalité. Donc ils ont vraiment gardé la chose la plus ouverte possible. Alors bien sûr, 10 millions d'unités vendues, ça ne signifie pas 10 millions de clés en service. Non. Donc, il y a des chances qu'il y ait une certaine partie qui dorme au fond d'un tiroir ou qui n'ait jamais été déballée, même peut-être. C'est pourquoi, en fait, Google a lancé une opération de recensement qui leur permet de détecter le nombre de clés réellement en activité. Et pour terminer le sujet, il faut savoir que Google prépare, alors là, pour l'instant, on n'a quasi aucune info, on sait juste qu'ils le font. Google prépare un successeur au Chromecast qui s'appellera, de manière très originale, le Chromecast 2. Et qui devrait débarquer normalement fin du premier semestre, début deuxième semestre de cette année. C'était plutôt bien vu cette histoire de clé, je trouve, parce que surtout après on va dire l'échec, c'était comment que ça s'appelait, le Google TV, cette boîte qui n'est jamais arrivée jusque chez nous. Que moi j'en ai eu une en. C'est pas vrai, on l'a vu. Oui, moi j'en ai eu une en main aussi. En breton. Bien sûr, mais bon, voilà, ça n'a pas décollé. Et là, c'était carrément sur le terrain de l'Apple TV pour le coup. Et ça n'a pas du tout, du tout pris.
Ça n'a pas du tout pris, mais je sais pas si tu en as allumé une à l'époque de ce que ça faisait. C'était rugueux. C'était de la merde. Oui, bien sûr. Non, mais c'était ce qu'on a aujourd'hui, entre guillemets, dans les Smart TV, Smart quoi. TV. C'est ça. Oui, sauf que là, tu payais en plus de 100 à 200 balles pour un boîtier qui faisait réellement de la merde. Il y avait 3 applications, tu avais un Play Store qui était spécifique. Tout ce que tu avais en plus, c'était un clavier. Ça, il faut reconnaître, il y avait un clavier. Le clavier était sympathique, mais en dehors de ça, c'était ridicule. Donc, par contre, le Chromecast, oui, là, ils ont extrêmement bien réussi, c'est le prix. Oui. Parce que je sais pas si vous avez vu, il y avait des promos, en tout cas, je suis passé chez un grand revendeur d'électronique qui commence par Média et qui termine par Marché. Hein une enseigne rouge, hein. C'est une grosse enseigne rouge allemande, et le truc était vendu 29 €. Oui, mais moi, je l'ai même vu gratuit, parce que distribué avec une télévision. C'est que dalle. Offert avec une télé, c'est quand même magnifique, quoi. Oui, il y a pas une télé chère. Il y a même certains distributeurs VOD qui l'offrent 3 films et hop, la Chromecast gratos. Ouais. C'est donc, voilà, c'est vraiment, c'est devenu... Un paquet de chips, on te le file gratos quand t'achètes un paquet de chips, hein. C'est un peu ça, oui. Faites attention à ne pas manger la Chromecast. C'est le nouveau cadeau, c'est le nouveau cadeau bonus, en fait. Oui, il faut les mettre dans les boîtes de Kellogg's, hein. Là, on est bon dans les pubs, là. Il faut tous les citer, maintenant. Bon. Voilà. On parle de toute autre chose, Marc, mais on reste chez Google. Google Talk, l'équivalent de Skype, entre guillemets, tirera sa révérence le 16 février, donc il faut se dépêcher si vous avez une conversation un peu longue, vous avez juste le temps de la terminer. C'est une petite larme qui coule parce que c'est quand même un service que j'aimais bien. Google a quand même ouvert ce service en 2005. Ouais. Il a quand même duré 10 ans, il a quand même utilisé pas mal il a quand même convaincu pas mal de gens. Je crois qu'à sa grande apogée, il était quand même utilisé par 300 ou 400 millions de personnes dans le monde. Bon, à la base, c'était développé sur un protocole ouvert qui s'appelle Yabber. Oui. Mais ici, ce qui va se passer, c'est que Google a aménagé une nouvelle plateforme pour la voix, la vidéo, le son qui s'appelle Hangouts, qui est intégrée à du web. Il n'y a pas d'application standalone qui existe comme c'était le cas pour Google Talk. L'autre avantage de Google Talk, c'est qu'il était intégré quasi nativement dans toute une collection de logiciels comme Miranda IM, comme Trillian, comme tous les applications tierces qui utilisent ce protocole. Encore sur Mac. Et alors ici, la prise va être débranchée définitivement. Les serveurs qui routent le protocole Google Talk et donc toute la connectique entre les différents clients vont être physiquement éteints et démantelés à partir du 16. Et il n'est pas encore clair si le successeur de Google Talk, donc Hangout, sera lui intégrable dans toutes ses applications tierces aussi, ou si, comme Skype, il va vouloir garder son propre écosystème et refuser de se connecter avec à peu près n'importe quoi. D'autant que, soyons clairs, ça va pas être évident, parce que Google Hangout permet en plus d'enregistrer les communications pour pouvoir après les mettre dans une chaîne YouTube. Ça, c'est déjà un premier point. Et second point, on peut faire des communications à plusieurs, jusqu'à 8, je pense, sur Google Hangout. Je sais pas si les applications tierces vont être capables de gérer ce genre de petites les applications tierces ne sont en fait que des coquilles qui hébergent, qui reçoivent les informations et communiquent avec les services hôtes via des API. Donc, si les API sont correctement construites, je ne vois pas pourquoi les fonctions ne permettraient pas d'héberger des conférences à... Ça peut être simplement pour des raisons d'ergonomie, il peut être aussi... royalty, voilà. Aussi. Oui, ou de volonté. Je regardais surtout ça, oui. Tu parlais, je regardais ce qui existait au niveau libre pour se connecter à Hangout. C'est pas évident, le protocole est complètement propriétaire, fermé, non interopérable, donc pas question de se connecter comme Jabber avec d'autres réseaux. C'est vraiment propriétaire, fermé, pur et dur de chez Google. Et comme je le disais, comme pour Skype d'ailleurs, totalement espionnable. Il y a de ça aussi. Il faut reconnaître que de ce côté-là, Jabber n'a pas bonne presse entre guillemets dans certains milieux parce que justement c'est ouvert, mais en même temps c'est moins espionnable, c'est moins docile, quoi, on va dire. Il existe des protocoles de chat et de vidéo totalement sécurisés end-to-end en open source, mais qui requièrent évidemment d'avoir le même logiciel de part et d'autre, qui permettent, je crois, aux dernières nouvelles de faire quand même de la conférence à 3 ou 4. Ouais. C'est un peu limité, mais pour faire des trucs entre potes et parler de complot du monde, c'est intéressant. Mais effectivement, il n'y a pas encore de solution aussi solide et versatile techniquement que ce que nous promettent Hangout et que nous offre Skype.
et même pour rappel, il faut le dire à nos auditeurs, on a essayé de faire ce podcast sur Hangout. On a essayé une fois, on n'a pas essayé deux fois. Voilà. C'est juste pas possible. Nous devrions essayer de le faire pour le défi avec du WebRTC. Parce que effectivement là j'avais testé sur quelques API de base, donc le WebRTC, pour ceux qui ne se souviennent pas ici, c'est pour faire des communications ici en direct entre machines. Ça passe par le serveur toujours, mais donc on pourrait contrôler nous-mêmes un serveur de chat à partir d'une machine sur un hébergeur en France ou ailleurs. Eh bien, lançons un appel. Si un développeur freelance a envie de s'amuser, parce qu'on n'a pas d'argent, il faut être clair, mais a envie de nous développer un truc dans ce genre-là, nous, on serait prêt à lui en parler. Moi, je pense que Seb est tout à fait capable de le faire, mais Seb est très occupé. Je vois Marc faire des grands gestes de son côté. Il y a des trucs de démo qui existent avec quelques serveurs où tu peux bêtement te connecter et faire une conférence à deux avec WebRTC, et tu passes par juste un serveur au bout du monde. Donc tu peux contrôler ta vidéo. Toutes les bonnes idées sont bienvenues. N'hésitez pas un seul instant à nous envoyer ça via notre page web, lestechno.be. Seb, c'est encore toi qui vas parler ou pas? Non, c'était c'est juste. Oui. Alors tu vas nous parler. Alors monsieur, je remonte le temps. On va parler d'une faille critique pas facilement corrigeable sur Windows 2003. Oui, alors faille... Retour vers le futur. Attention, elle est infixable et pas fixable, ou plutôt pas envie de la fixable sur 2003. Voilà. Mais elle touche aussi Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows RT, Windows 8.1, Windows... D'accord. Ça représente quand même un certain nombre de machines encore en fonctionnement, si je comprends bien cette histoire. Donc ça touche tout le monde depuis Windows 2003, Vista et compagnie. Alors, ça touche tout le monde, oui et non. C'est une faille qui a 1 an en fait, qui avait été découverte il y a 1 an, mais qu'on apprend seulement maintenant parce que ils ont gardé le secret pendant 1 an. C'est ça, pas vu pas pris, quoi. Pas vu pas pris. Alors pourquoi ils ont gardé le secret pendant 1 an? Parce que le truc est vraiment à la base dans le système et qu'ils avaient un mal de chien à pouvoir la corriger, parce que c'est pas un problème de faille, c'est un problème où ils devaient réécrire certaines parties d'implémentation de tout ce qui est connexion au domaine. Qu'est-ce que c'est le domaine après, et que sur Windows Server 2003 et voilà, ils disent c'est tellement dans le cœur de l'OS qu'ils ne sauront pas le corriger. Et ça leur a pris du temps parce qu'ils ont dû vérifier avec tout ce qui était ancienne version, rétrocompatibilité et compagnie, que ça continue à fonctionner. Donc ça a été très dur pour Microsoft de le corriger, ça leur a coûté cher et de la grosse sueur. Ils vont pas le faire sur le 2003, et de toute façon ils disent le 2003 il est bientôt en fin de vie, donc on s'en fout. Donc ils vont le dégommer. Ils vont le dégommer. Voilà. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à être piraté sur ce truc? Parce que ça arrive pas non plus à tout le monde. Il faut que la machine que vous utilisiez veuille se connecter à un domaine. Donc le domaine, c'est le truc sur lequel ça va vérifier que ton login et ton mot de passe il est correct pour te connecter à la machine. Ouais. C'est pas, soyons clairs, c'est pas le nom de domaine sur Internet. C'est le domaine dans lequel on se trouve. Par exemple, comment ça s'appelle par défaut, work home. Home par exemple. Voilà. C'est home. Ouais. Et donc, mais sous une machine perso comme la tienne, la mienne et compagnie, on n'utilise pas de domaine, donc on peut aller se promener dans un cybercafé, on s'en fout. On n'est pas touché par la faille. Donc ça ne touche que les laptops qui sont censés se connecter à des entreprises, des trucs pro et compagnie, et eux ils peuvent hypothétiquement se faire pirater. D'accord. Donc il faut les mettre à jour. Mais voilà, c'est un truc un peu complexe, mais ça touche beaucoup de machines. Donc ça va encore énerver pas mal d'administrateurs système ou administrateurs réseau dans les entreprises, quoi, si je comprends. Qui vont devoir mettre à jour, voilà. Et il y a eu des mises à jour, et Marc pourra en témoigner, ça lui a pris un temps. Oui, effectivement, c'est toujours agréable quand vous voulez partir le matin, que vous êtes à la bourre et qu'au moment d'éteindre votre laptop, il vous dit « Ah,
je fais mes mises à jour, tu me fous la paix, et qu'une demi-heure plus tard, il vous dit toujours, je fais mes mises à jour, tu fais pas chier. Ouais, ça voilà. C'est vraiment très très énervant, effectivement. On va rester dans l'univers Microsoft, Seb. On a déjà beaucoup évoqué ici ces nouvelles machines, ces nouveaux petits PC, ces micro PC, voilà. Alors, on a parlé d'Arduino, des choses du genre, mais ici on est vraiment dans le PC entre guillemets, qui est une nouvelle tendance, on peut le dire, avec un nouvel appareil dont tu nous parles. Ça. Voyons ça. Voyons ça. Voyons ça. Voyons, c'est le nom du drôle. Ouais. C'est le Voyo. Alors je me souviens pour la petite histoire, mais c'est des trucs chinois. Je suis pas sûr, mais probablement que Voyo. Il y a la Pipo aussi qui le fait, et il y en a d'autres. Il y a plein de constructeurs. La Pipo. Pipo est un constructeur chinois. Et Pipo Bimbo. Pipo Vio. Il y a Pipo qui fait des trucs équivalents, sauf que la Pipo, elle a pas l'air très stable, d'après ce que j'ai lu dernièrement. D'accord. Mais donc il y a pas mal de constructeurs chinois qui commencent à distribuer ce genre de machines. Il n'y a pas encore un grand nom, mais ça ne saurait tarder parce que franchement, il y a probablement un petit marché. Ouais. À voir, en tout cas tout ce qui est au niveau peut-être maison pour regarder vos films en dessous de votre télé, donc pour tout ce qui est Smart TV, parce que ces machines ça coûte 100 balles. Oui, c'est ça. Donc, et pour 100 balles, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une machine qui a la taille d'un CD. Donc, pour ceux qui ont l'image, ils verront que bon, c'est vraiment, vous n'êtes pas volé, c'est vraiment la taille d'un CD. C'est un format qu'on a déjà vu. Hein, c'est un peu plus grand quand même qu'une Apple TV. Il faut être clair. C'est plutôt dans le format d'un lecteur de DVD en fait. C'est un peu la taille. Oui, enfin, un lecteur de DVD très récent. Très récent. Le lecteur de DVD dans mon esprit, c'est le Probox. Là, je vous parle de trucs plutôt sympas. Oui, récents effectivement. C'est 10 cm sur 10 cm quoi en gros. C'est ça, 10 cm sur 10 cm sur peut-être un petit centimètre de haut. C'est ça, c'est 1 cm de haut, 1,2 cm. Voilà. Et pour 100 balles, vous avez une machine qui a 2 Go de RAM, pour celle-là en tout cas, un disque interne de 64 Go, du Wi-Fi, un processeur quad-core Intel, donc un truc pour quand même assez puissant. Est-ce qu'on reste dans la tendance des NUC, dont on a déjà énormément parlé, ou est-ce que c'est en dessous du NUC ? Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Le NUC, ça reste le NUC. Ouais, le NUC. On est dans je l'attendais. Oui, je l'attendais. Le NUC est moins limité, on va dire. Le NUC est moins limité. Paradoxalement parlant. Bon. Ouais, ça c'est fait. Ouais, ça c'est fait. Hein. Oui. On s'amuse de rien. Oui. Non, le NUC pour moi ça a pas le même usage. C'est vraiment plus pour le mec qui fait son media center. Enfin, je veux dire, c'est aussi le media center, mais c'est pas le même genre. C'est un peu plus pour le geek. Et je trouve que le NUC est encore gros. Je pense que le NUC grossit. Hein. Oui, c'est un problème hormonal. C'est un effet normal. Et ça a amorcé un peu la tendance vers ce genre de choses. Pour moi, ici, tu peux arriver avec une galette que tu mets en poche, quasi, et qui est ta machine. Avec, tu la transportes en vacances avec 64 gigas. T'as balancé tous tes films dessus, toutes tes photos de vacances. Tu vas chez tes grands-parents et tu mets juste une prise, un micro USB, parce que ça s'alimente en micro USB, donc on n'est pas dans des trucs exotiques. Tu mets un micro USB et ça boot, et t'as une sortie HDMI, tu le mets sur ta TV. Ça. Et alors ça boot, justement, je dis ça pourquoi ? Parce que pour votre petit truc qui fait à peine 300 grammes, vous avez un Windows 8 intégré. C'est ça, oui. Avec, bon, c'est la version Bing, donc avec un peu de pub et tout lié vers Microsoft. Et donc pour 100 balles, vous avez la machine et l'OS, un vrai OS avec une vraie licence. HP a une machine assez récente du même acabit dont j'ai oublié la référence, mais qui est à peu près du même format, mais pas du même prix, qui reste quand même supérieur à ce prix de la centaine d'euros, qui est plus proche des 300 je pense, en l'occurrence, mais qui reste, voilà, c'est effectivement le truc qu'on fout en poche, c'est la machine transportable par excellence, quoi. C'est ça, c'est 100 balles. On en parlait ensemble au boulot il y a quelques jours, c'est de l'informatique qui devient du consommable. Hein. Oui. Pour 100 balles. Non, c'est de la machine jetable, ça. Ok, ça reste 100 balles, mais par rapport à ce qu'on a connu pendant des années, un portable, 100 balles, ok, elle tombe en panne, tu la répares pas. Oui, c'est ça. Donc on devient dans du consommable. Ouais. Et Microsoft, comme on en a parlé ces dernières semaines, fait un énorme coup là-dessus, de nouveau, c'est qu'ils balancent leur OS pour que dalle aux Chinois, qui revendent ça sur toutes leurs machines du coup en se disant c'est génial, on a un OS nickel avec tout qui fonctionne dessus et les gens vont être contents.
et ils ont leur écosystème. Mais attention à la menthe, parce que bientôt ils vont vouloir un OS qui ne fait que la vidéo ou que du traitement de texte, et ils vont demander des milliards à Microsoft. On parle de milliards, tiens, on parle de vente et d'achat d'entreprises, de start-up. Expedia qui rachète Orbitz pour 1,6 milliard. Alors ce sont des acteurs assez importants de la réservation de vacances, hein, c'est ça, ou de voyage en tout cas. Voilà. Et le prochain qui est annoncé, c'est Orbi. Parce que c'est Orbitz et Orbi. Bref, oui. Voilà. C'est des mauvaises soirées. Hein, mais... Tant qu'à faire, hein, oui. buvons le cali jusqu'à la lie. Si on rajoute une couche en plus. Donc, Orbitz, donc, racheté pour 1,6 milliard. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Alors, Expedia, je vais juste dire un mini mot sur Expedia. Oui. Expedia, c'est une boîte qui a quand même déjà quelques années. Ils ont été fondés en 96 comme étant une filiale de Microsoft, et puis ils se sont dit on se barre, donc ils sont scindés de Microsoft. Depuis, ils font quand même pas mal de choses. Ils ont une capitalisation de 10 milliards, donc c'est pas des manches. Mmh. Et ces gars font quoi? Ils font de la réservation en ligne. Ils ont une série de, je sais plus, de 90 marques différentes dans 60 pays avec hotel.com, expedia.com, hotwire.com, Egencia, etc. Et là, ils ont décidé de se payer Orbitz, qui honnêtement n'est pas un truc que je connais fort. Non, mais c'est peut-être bien implanté dans un autre pays et on ne le sait pas. Ou alors c'est la marque, enfin c'est le nom de société derrière, enfin devant il y a une multitude de marques qui nous parleraient peut-être un petit peu plus. Mais bon, là en l'occurrence, c'était surtout le chiffre qui était interpellant. Oui, écoute, si tu vas voir sur le site Orbitz, c'est vraiment un site moche sur lequel tu peux faire tes réservations d'hôtels, de vols, etc. Mais le site est immonde, mais il a probablement beaucoup de membres. Oui. Parce que 1,6 milliard de dollars, c'est pas ridicule. Et les gars, pour le moment, sont en train d'acheter à tour de bras, parce que le mois passé, ils ont acheté aussi Travelocity, un autre truc de voyage, un peu plus connu, 280 millions de dollars. Donc ils sont en train de racheter tous les trucs de voyage dans tous les sens. Donc si vous voulez faire du pognon avec un site, une start-up, il faut créer vite un truc de voyage pour la fin du mois, et ça va, c'est tout chaud là. Effectivement. Tiens, on va parler télévision, Seb, et télévision Samsung, entre parenthèses, puisque manifestement, ces télévisions, ces Smart TV, nous espionneraient. Ouais, alors de nouveau, c'est un peu le... C'est toi qui as écrit le titre. Mais oui, mais c'est parce que tous les journaux mettent ça comme ça, c'est assez drôle. Bon, c'est du titre, excusez-moi, décidément. J'appelle peut-être Madame Samsung. On a... Mon téléphone nous espionne. C'est un Samsung, non? C'est un Samsung en plus, oui. Non, c'est Philips. Là, ça aurait foutu la trouille, quand même. Et en fait, toutes les Smart TV de chez Samsung, ils ont des micros maintenant, hein, voilà, comme pas mal d'autres Smart TV, pour réagir à votre voix. Quand tu dis « allume-toi télévision », tu peux espérer que ta télé s'allume. Je pense pas que ça fonctionne comme ça chez Samsung, mais c'est le principe. Hein. Donc, pour pouvoir reconnaître le « allume-toi télévision », c'est pas fait dans la télévision. On aurait pu espérer, mais c'est pas la télévision qui reconnaît votre voix. C'est envoyé à une société tierce, parce que c'est pas Samsung qui le fait. Et Samsung, d'où vient tout le scandale, c'est que Samsung a mis dans ses conditions générales que non seulement il se dédouane complètement de tout ce qui peut se passer avec ce qu'on écoute de chez vous, mais qu'en plus, pour pouvoir répondre correctement à tous les ordres que vous lui donnez, ça écoutera tout le temps. D'accord. Donc, de toute façon, voilà, il se réserve le droit d'écouter tout le temps et d'envoyer tout ce que vous dites à n'importe qui, à une autre société qu'il ne donne pas, dont il ne donne pas le nom, parce que, voilà, comme ça, votre télé sera intelligente. Donc, ça ne plaît pas à certains quand tu lis ce genre de contrat. Je peux le comprendre. Et donc ça demande un peu de clarté de la part du constructeur coréen, mais moi j'ai remarqué, parce que j'ai une télévision Samsung, j'ai remarqué récemment quand je l'allume avec la télécommande tout à fait classique, qu'elle se tournait pour mieux t'écouter. Non, il y a en bas à gauche une petite icône qui s'allume avec un micro qui reste allumé pendant une dizaine de secondes. C'est très discret, hein. Ça la ramène pas trop manifestement. Chez moi il y a rien à écouter, donc voilà, mais donc oui,
oui, ça pose question, effectivement. Moi, je sais qu'il y a des gens qui n'aimaient déjà pas l'idée d'avoir une webcam au-dessus de sa télévision. Certains modèles sont équipés, qui mettaient un post-it au-dessus, ou qui étaient très contents d'avoir une webcam qui s'oriente, parce que il y en a sur certains modèles, la webcam pivote, et donc il y a moyen de la pivoter vers le haut, ce qui est plutôt intelligent. Et donc ce modèle-là est préféré. Tout le monde n'apprécie pas ce genre de choses. Je connais des gens qui mettent des post-it sur leur tablette aussi, à cause de la caméra. Mais bon. Mais enfin, je peux comprendre. Il y a pas mal de... Enfin, on est en train de mettre de connectés partout. Hein. Moi, le premier, probablement parmi nous ici, à en mettre pour tout, de la porte au frigo, etc. Même les charnières ont des caméras. Voilà, les serrures ont des micros. Mais il faut se rendre compte qu'effectivement, ça crée pas mal de problèmes de sécurité, parce qu'aujourd'hui, mes prises sont connectées. Si demain D-Link se fait pirater, un mec de chez D-Link, en rentrant sur le serveur, il pourrait couper ma prise pendant qu'on enregistre le podcast. Ce serait très gênant. Ils l'ont déjà fait. Hein. Ils l'ont déjà fait. C'est ça qui s'est passé. Comment lancer un bruit idiot? Donc il faut faire gaffe avec tout ça, effectivement, et savoir ce qu'on fait et savoir reprendre le contrôle si jamais il y a un problème. Si jamais il y a un problème, j'arrache la prise, je remets la mienne au mur. Faut pas déconner non plus. Pareil, comme on en parlait là tantôt avec les voitures connectées, des choses du genre, ça peut être bien plus dangereux qu'on ne l'imagine, effectivement. Justement, puisqu'on en parle... Mais il y avait C'est une transition sympathique à faire, du coup, avec Marc, qui, lui, pouvait nous parler d'un aspirateur robot qui peut, lui, nous tuer, par contre. C'est Marc. Oui, c'est dangereux, ces petites bêtes. Ne laissez pas traîner vos aspirateurs robots. C'est la première étape vers la prise de contrôle du monde par Skype. Bon, pardon, on va s'arrêter là. Non. Je suis de retour. Absolument. Il s'avère, en fait, que les ingénieurs qui construisent les aspirateurs robots, principalement ceux qu'ils destinent au marché asiatique, ont peut-être omis un tout petit détail. C'est que dans les pays asiatiques, principalement au Japon, en Chine, je ne sais pas, mais au Japon, je sais que c'est le cas, on dort au sol. Sur des futons, c'est-à-dire des matelas peu rembourrés, qui même le sol, généralement ça d'épaisseur, quand même le sol. Quand t'es SDF, tu t'achètes pas un aspirateur de ce prix-là. Hein. C'est excellent pour le dos, mais quand on a des cheveux longs, ça peut avoir petites conséquences désagréables, comme l'a expérimenté une dame de 52 ans, qui a mis son aspirateur robot en route, et puis elle s'est dit, pendant que lui il bosse, moi j'ai fait une petite sieste, et elle s'est couchée, et elle s'est réveillée une demi-heure plus tard avec l'aspirateur qui essayait de l'asphyxier en mangeant ses cheveux qu'il considérait comme de la saleté. Alors la dame paniquée a dû appeler les pompiers pour être libérés du... Et on voit un peu partout des photos de la pauvre femme avec 3 gros malabars à côté d'elle, une mallette services spéciaux et tout, qui essaie de lui dégager les cheveux. Bon, toujours est-il que voilà, c'est un gag. C'est un fait réel. De refaire une petite sieste avec un aspirateur robot qui fait le ménage en même temps, il faut vraiment être... il faut avoir le sommeil lourd, quoi. Peut-être que madame est sourde, ça arrive. Ça peut arriver, Donc, il faudra se méfier. Donc, si vous avez l'habitude de dormir par terre, évitez de laisser votre aspirateur robot, si vous en avez un, faire le boulot pendant que vous dormez. Oui, Seb. Oui, dans d'autres podcasts, on aurait pu citer qu'effectivement, après les aspirateurs, pour les urgentistes, après les aspirateurs qui mangent les cheveux, on avait les aspirateurs à tuyaux qui mangeaient... Voilà, absolument. D'accord. Voilà quoi. Si on va dans les urgences. Oui, évidemment. Il y avait des versions domestiques pour les familles aussi, quoi. Donc c'est pas la première fois qu'on a des problèmes avec des aspirateurs. On a des gens ont essayé. Qui ont essayé, effectivement. Marc, on parle de Netflix qui prépare une série live de Zelda. Zelda, le jeu bien connu. Zelda, le jeu, oui. Netflix apparemment a compris que pour avoir du succès, il ne faut pas se contenter de rebalancer les vieux fonds de tiroir de catalogue qu'ils ont pu racheter ailleurs, mais il faut un peu innover. Donc ils l'avaient déjà fait quand même en produisant une des séries que je considère comme étant une des meilleures qu'on ait jamais sorties, qui est House of Cards. Ils avaient remis le couvert avec une autre série qui est Orange is the New Black, qui a l'air pas mal du tout, que j'ai pas encore regardé, donc tout à fait impartialement. Par contre, ils se sont mis ici en tête de produire une série live, donc avec des vrais personnages, adaptés sur le jeu Zelda. Alors Zelda, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même un jeu culte.
qui a fait les beaux jours de centaines de milliers de joueurs et qui donc suivait vraiment, pour ceux qui connaissent pas du tout, un petit personnage qui s'appelle Link et qui évoluait dans un monde merveilleux avec des mystères à résoudre, etc. Alors ça s'est décliné depuis les premières versions dans la fin des années 80 sur des consoles 8 bits jusqu'aux toutes dernières versions en full 3D, full HD, tout ce que vous voulez, sur les consoles les plus récentes. Seulement, ce qu'on a quand même tous en mémoire, c'est que généralement, les adaptations de jeux vidéo en série ou en film, ça tombe des fois à plat. Et moi, disons que l'image que j'ai le plus en tête, c'est Jean-Claude Van Damme qui essaye d'arriver à nous convaincre qu'il a 2 neurones dans l'adaptation de Street Fighter. Voilà, ou bien le massacre quand ils ont essayé d'adapter Super Mario Bros. Donc voilà, étant donné que maintenant Netflix a cette ambition de mettre cette série en place, enfin on ne sait pas encore si ça va être une série ou un film, mais ils veulent en faire un Game of Thrones pour la famille. D'accord. Voilà, là je commence à avoir un peu peur, donc j'étais pas forcément fan de Zelda, mais voilà. Je pense à ça maintenant. Il y a une chouette vidéo qui circulait à un moment donné sur Internet. C'est des gars, c'est des Américains qui sont manifestement réalisateurs télé ou producteurs ou que sais-je, et animateurs 3D aussi, qui font des petites séquences filmées avec des gens connus ou pas connus, d'ailleurs, de reproduction de séances de jeux, mais avec des êtres humains dans des univers courant, la rue, un parc, machin, etc. C'est super bien fait. Si je retrouve le lien, je vous promets, je vous le mets dans l'article qui va avec ce podcast, donc sur lestechno.be. C'est vraiment très bien foutu et très fidèle à l'univers. Et pour Zelda, il y avait justement une chouette vidéo. On va parler de tout à fait autre chose. J'ai une copine qui a partagé ça sur Facebook aujourd'hui aussi. Ça m'a fait bien rire. C'est le traducteur chat. C'est pour traduire les émotions de Minou. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. Il existe un appareil. Oui, voilà, voir si, par exemple, il a aimé 50 nuances degrés, un truc du style. Et c'est parce que je vois aussi Sébastien qui a entendu Minou. Bon. Oui, mais bon, voilà, attends, on va terminer ce podcast, on va terminer ce numéro 21 sur une note un peu plus légère, primes aux tiers, etc., poétique. Oui, non, en fait, globalement, tous les maîtres de chat, comme moi, aimeraient savoir pourquoi cette putain de saloperie de bestiole va toujours vomir au même endroit. Et donc, peut-être que grâce au Mewlingual, qui est un appareil assez improbable, qui se présente comme un traducteur chat-humain, l'appareil va vous permettre de savoir ce que les chats veulent vous dire. Alors ça marche avec l'image en fait. C'est la tronche que fait le chat qui détermine. Voilà. Ça marche avec 2 choses. Ça marche avec l'image, effectivement. C'est une petite caméra qui va interpréter la mimique du chat, sachant que le chat, généralement, à part avoir les yeux fermés ou cracher, il fait pas grand-chose. Mais ça va également interpréter les sons. D'accord. Voilà, et donc ça peut interpréter près de 200 miaulements et reconnaître jusqu'à 21 émotions en fonction du comportement et l'attitude de votre minou. Et du ronron, etc. Bon, on passera sur le fait que le truc va quand même coûter à peu près 170 €. Ça fait cher pour savoir ce que fait Minou, alors que le foutre dehors quand il a dégueulé, c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est ça. Mais enfin bon, en même temps, il recommencera. Donc, En même temps, il recommencera. Voilà. On saura enfin si le fait de venir déposer une souris à moitié éventrée sur votre paillasson tous les matins est une marque d'amour et de respect, ou si simplement il essaie de vous faire comprendre que vous êtes le prochain sur la liste. Ça me fait penser à une illustration que j'ai vue pas plus tard qu'aujourd'hui. Voilà ce qui se passe si votre patron est un chat et c'est un type à son bureau avec un oiseau mort sur son bureau. Oui, c'est assez rigolo. On va terminer avec... Oui, je voulais savoir, parce que tu parles pas le chat, mais tu parles japonais. Oui, parce que le truc j'ose espérer que le truc sera localisé quand il débarquera. Non, tu vas avoir un appareil qui peut traduire l'émotion du japonais. Ça, c'est pas facile, par contre. Mais en anglais. Et donc, il existe un appareil qui traduit l'anglais vers le russe et puis... mais je sais. Tu mets ton chat d'un côté et tu mets Skype de l'autre. Et avec la traduction simultanée, voilà. On va terminer, Seb, avec Docker. Tu voulais nous parler de Docker. Pardon ? C'est du très sérieux. Je voulais terminer avec quelque chose de très sérieux, s'il vous plaît. Vas-y. Et c'est sérieux. Docker, c'est une société, une start-up, monsieur. D'accord. Et
C'est difficile en fait après un chat de sortir un truc là-dessus. Sans transition, donc, Oui. non, c'est une start-up qui a balancé un truc. Je voulais quand même prendre 30 secondes pour en parler parce que je trouve l'idée exceptionnelle et qui va probablement révolutionner une partie de l'informatique d'un point de vue serveur. Mhm. Parce que cette boîte a sorti l'idée toute conne, idiote, de dire que un logiciel, quand tu l'installes sur un serveur, tu dois l'installer dans un container. Et ce container, donc ils ont créé toute une série de trucs logiciels pour faire tourner le bitonio. Mhm. Et donc ce container, tu mets ton logiciel dans le container. Et l'énorme avantage de ce container, c'est que si ta machine claque, tu reprends ton container pour le mettre sur une autre machine. D'accord. Ce qui aujourd'hui est extrêmement compliqué parce que quand tu installes un serveur avec par exemple un logiciel de mail, tu as d'un côté les dépendances, tu as des fichiers pour la config d'un côté, des dépendances sur telle ou telle librairie, les fichiers pour les mails qui sont dans un autre répertoire, et si tu veux le bouger d'une machine à l'autre, tu pleures. C'est ça. Alors qu'ici, le principe, c'est d'avoir vraiment un container que tu puisses bouger d'une machine à l'autre assez facilement en cas de problème ou en cas effectivement de surcharge, de dire ok, je le mets sur une autre machine pour plus importante. Alors eux considèrent que cette technologie, et alors pour une fois j'ai tendance à les croire alors que c'est un peu juste au moment de la magie noire, Ouais. cette technologie est la fin annoncée de la virtualisation. Parce que la virtualisation permettait de répondre à ce problème de pouvoir donner plus ou moins de ressources à un processus parce qu'il avait un problème de taille. Ben il dit, ici, il n'y a pas de problème, ton processus, je te le duplique sur 20 machines en un coup. Ouais. Et c'est des machines réelles sur lesquelles tu as toute la puissance et tu gères tout. Et tout ça à chaud, dynamique, pendant que la machine tourne, ou il y a il y a un processus de reboot, etc., lourd derrière, ou... Alors non, apparemment ça a l'air relativement facile. Le tout tournerait sur un Linux qu'ils auraient dépouillé eux-mêmes et qui est prêt à accueillir ces containers. Parce que donc tu vas faire une petite adaptation quand même au niveau de ton code. Hein, c'est pas juste tu prends ton postfix pour tes mails et tu le balances dedans. Non, ça va pas être aussi facile pour les programmeurs. Mais après, c'est une machine qui boot en 3 secondes. D'accord. Donc c'est vraiment prévu pour des trucs faciles à bouger niveau serveur. Donc ça me semble une bonne techno. À voir comment ça va se passer. Tu disais que c'est encore de la magie noire, mais ça existe déjà. C'est un truc qui est en prod et notamment, il y a des boîtes aussi connues que Yelp, Spotify, Amazon. Qu'est-ce que je vois d'autres, Amazon, Baidu. Donc quand même pas des petites boîtes qui tournent dessus. Enfin, peut-être pas sur ça, mais Amazon a des techniques similaires, entre guillemets, d'augmentation de mais c'est de avec des ressources. machines virtuelles. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est essentiellement basé sur des machines virtuelles, alors qu'ici, le but, c'est de l'oublier. Alors, c'est une techno qui, effectivement, hein, le principe existe depuis longtemps. Ici, ils ont l'air d'avoir vachement simplifié le truc et d'avoir quelque chose d'extrêmement simple. Et voilà. Donc, je suis très curieux de voir ce genre de choses arriver. Peut-être qu'effectivement, on verra ça chez Amazon ou chez Google ou chez d'autres providers cloud. Moi, ce qui m'amusait beaucoup, c'est qu'on a un podcast qui a commencé sérieusement. Si quelqu'un n'écoute pas le milieu et qui va directement à la fin, ça termine sérieusement aussi. Et il a tout raté. Enfin non, pas tout, parce qu'il y avait quand même de l'information, mais je trouvais ça assez comique de terminer avec une information un peu plus technique et voilà, intelligente en même temps. Marc, vous voulez peut-être ajouter un truc ? Non, c'était juste. Non, voilà, moi j'avais juste envie de préciser que le truc existe déjà. T'as bien fait. Bah oui, ils ont lancé la boîte. Elle existe, hein, la boîte. Non, mais je voulais simplement dire, le truc est déjà utilisé par des grosses boîtes. Voilà. Super. Merci beaucoup, Marc, pour cette précision. C'est un truc à rajouter. Ah oui, elle existe la boîte. Non ? Ah oui, elle existe. Et ça boot en 3 secondes, quoi. Donc le truc il est là, c'est pas juste de la future magie. Donc essayez d'aller jeter un œil. Okay. C'était le 21e numéro des Technos. On se retrouve, bien entendu, la semaine prochaine avec des hors-séries, avec un autre hebdo, etc., etc. Merci à tous les deux et à la semaine prochaine. Salut!